Bonsoir les Nuréens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes toujours en forme pour cette semaine d'anniversaire de Nurea TV et je suis très heureuse ce soir une nouvelle fois de partager ce moment d'anniversaire et de fête avec Elisabeth de Cagny, notre marraine de la première heure et qui est là pour les 6 ans de Nurea TV. Attention, le château d'Ouzka, un portail vers l'enfer, c'est tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Elisabeth, comment vas-tu ? Eh ben, écoute, ça va en pleine forme, comme d'habitude. Il ne neige pas, le toit tient encore, malgré le vent. Enfin bref, la vie est belle, là-yo, là-yo. Hein. Vous savez pas pourquoi je dis ça, mais moi je le sais. Peut-être qu'un jour les Nuréens, vous saurez pourquoi on rit. On garde quelques petits mystères un petit peu sur Nurea TV à découvrir plus tard. Elisabeth, en tout cas, on est ravis et très honorés, Guillaume et moi, de te recevoir pour cet enregistrement. Donc les amis, installez-vous confortablement. Il n'y a pas de chat ce soir, mais vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. Et j'aimerais bien savoir si cette histoire vous a interpellé ce soir. Donc tu vas nous parler du château d'Ouzka, un portail vers l'enfer. Est-ce que tu es prête à démarrer ? Je suis prête à démarrer. Tu m'avais demandé de trouver des petites histoires courtes, donc j'en ai trouvé quelques-unes. Celle-ci est la première. Et pour une fois, je vais me lancer dans les trucs paranormaux. C'est assez rare, parce que bon, je suis plutôt dans l'UFO ou des histoires extraordinaires. Et puis là, finalement, il y a dans le monde des drôles de lieux. Où il se passe des choses un peu bizarres, alors légendes urbaines ou autre chose. En tout cas, sur le château d'Ouzka, qui se trouve en Tchéquie, il s'est passé apparemment des choses assez particulières qui ont été décrites dans des chroniques anciennes, médiévales, et qui sont toujours existantes à ce jour. Alors peut-être en a-t-on rajouté. En tout cas, je vais vous raconter tout ça et vous n'allez pas être déçus du voyage. Et peut-être aurez-vous envie d'aller visiter le fameux château quand vous en aurez un petit moment, parce que l'endroit est très beau. Ça se trouve donc en République tchèque, dans la région de Bohême. En Bohême, il y a beaucoup de châteaux médiévaux et où parfois il y a des légendes qui sont rattachées à elles. Et c'est le cas du château d'Ouzka, qui se trouve à 47 km au nord de Prague. Alors c'est parti, je te mets en plein écran et c'est à toi de jouer. On t'écoute. Alors ce château d'Ouzka, qui se trouve au nord de Prague, a une particularité. Il est construit sur une espèce de monticule de grès. On dirait un goulot de bouteille. Il est carré. Vous pouvez voir les photos d'ailleurs. Et il est perché là-haut. Alors tout autour, il y a des bois. Au bas, il y a des marécages. Et c'est assez curieux. C'est assez curieux parce que ce château n'a été érigé qu'entre 1260 et 1280, mais il y a quelque chose qui vient bien plus tôt. Ce château sera construit tard, finalement. Et il aura une particularité, ce château, c'est qu'après sa construction en pierre, qui est tout à fait originale, vous allez voir, il aura pratiquement jamais d'occupation à demeure. Et il y aura sans arrêt des changements de propriétaires. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on sait par divers manuscrits anciens et par des fouilles archéologiques que l'endroit n'est pas neutre. Puisqu'on remarque, on sait qu'à cet endroit-là précisément, c'était un territoire celte. Or, vous savez que les Celtes avaient parfois des rituels qui se faisaient sur des collines, sur des petits monticules. Et est-ce que ce château d'Ouzka n'aurait pas été construit sur un de ces monticules ? En tout cas, il y a les Celtes d'abord, et ensuite ce sont les Slaves qui vont arriver, et ceci entre le 6e et le 9e siècle. Et eux vont construire sur ce promontoire, comme un goulot de bouteille, une petite forteresse de bois, qui restera quelque temps, et puis ensuite, plus rien. Alors, on n'en sait plus sur ce château d'Ouzka grâce à un chroniqueur du XVIe siècle. Il y avait ce qu'on appelle à l'époque des chroniqueurs, à l'époque médiévale et à la Renaissance, qui racontaient aussi bien l'histoire que la légende.
Et ce chroniqueur tchèque s'appelait Václav Hašek. Et lui va retracer sur 9 siècles, l'histoire de la Tchéquie. Et là, il va parler de cette petite forteresse de bois qui a précédé celle de pierre et qu'on peut visiter aujourd'hui. Mais on va savoir par lui que ça, en haut de ce petit monticule de grès où ont été édifiés le bois et la pierre ensuite, se trouvait une espèce de faille, un curieux creux, bizarre, et que ces gens de l'époque avaient baptisé naturellement le trou de l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, paraît-il, là-bas, de terrifiantes apparitions. Et les gens en étaient venus à dire qu'il s'agissait du trou du diable. D'autres diront plus tard que ce sont des alchimistes qui ont percé ce trou et qui ont fait sortir de là des choses qu'on ne devrait pas voir. En tout cas, quels qu'en soient les auteurs, et ce qui est certain pour tous, c'est dès que la tombée de la nuit, les habitants savaient qu'il ne fallait surtout pas aller dans les parages, et surtout pas là-haut, parce qu'on y trouvait parfois des face-à-face assez désastreux avec des créatures mi-hommes, mi-animales qui venaient de ce trou. Ces créatures semaient la terreur et elles avaient une particularité, c'est qu'elles mutilaient le bétail et parfois l'enlevaient. Et quiconque, disait-on, s'approchait de ce trou de l'enfer se transformait immédiatement en démon. À diverses reprises, il semblerait que les populations environnantes aient voulu boucher ce fichu trou en y jetant des pierres, et on entendait que ça partait tout au fond, que ça résonnait et ça bouchait jamais rien. Et on en achetait des pierres, je peux vous dire. Et puis vint un jour le duc du clan de Duba. Lui mourait de curiosité de savoir ce qu'il y avait dans ce fichu trou. Et alors, il a dit, je ne vais pas y aller tout seul, évidemment. Et ce gars-là, il était assez féroce, comme à l'époque, et il tuait, il condamnait à mort quiconque avait outrepassé ses droits ou avait commis des erreurs. Et voilà qu'un condamné à mort va se présenter à lui et il va lui proposer la chose. Je te gracie, je te pardonne si tu descends dans le trou. Le gars qui n'a plus rien à perdre et qui sait qu'il va être trucidé dit au point où j'en suis, allons-y. Donc on l'attache à une corde bien solidement et on descend dans le trou. Et très vite on entend des hurlements, des cris de terreur absolue. On le remonte et qu'est-ce qu'on voit ? Le malheureux qui était pourtant dans la fleur de l'âge, donc encore jeune, revient sous l'aspect d'un vieillard. En quelques minutes, il a vieilli de 30 ans. Son visage est ridé comme une vieille pomme et ses cheveux sont blancs comme neige. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il est devenu fou allié, et il mourra 2 jours plus tard sans qu'on puisse obtenir la moindre explication sur ce qu'il aurait pu voir et ce qu'il aurait mis dans un tel état. Il se dit qu'après lui, d'autres seraient descendus et auraient subi le même sort. C'est pas n'importe quoi. Repartons dans l'histoire. C'est sur ordre du roi Ottokar II de Bohême que sera érigé, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, le château en pierre que l'on visite de nos jours. Lors des travaux de construction, on va boucher la faille, qui était jusque-là, on avait dans le temps recouvert de plaques de lourdes pierres, ce trou. Et là, on va boucher tout. Et sur ce trou bouché, dans ce château carré, dont vous voyez la forme, eh bien, sera érigée une chapelle. Et elle sera consacrée, bien évidemment, à Saint-Michel-Archange. Vous savez très bien que dans tout lieu où le diable est censé être quelque part, l'archange va se manifester par l'édification d'une chapelle, et c'est le cas au château d'Ouska. À l'intérieur de la chapelle, qui est absolument magnifique, si vous la visitez, vous verrez plusieurs choses. De magnifiques fresques médiévales et Renaissance qui sont un peu délavées dans le temps. L'une qui montre Saint-Michel terrassant le dragon. Une autre, on le voit le même en train de peser les armes au jour du jugement dernier. Et puis, il y a une scène de la crucifixion et des scènes de la vie de Saint-Christophe. Mais il y en a une qui est un peu bizarre. Dans une église, enfin dans une chapelle. C'est celle d'une femme centaure, tiens, une chimère. Elle tient un arc dans sa main droite
et elle est prête à tirer de la main gauche. Donc c'est un archer gauche, ce qui est extrêmement rare dans les représentations médiévales ou Renaissance. Pourquoi? Parce que le gaucher, à cette époque-là, est censé être associé au mal absolu, à Satan. Donc c'est pas du tout un hasard. En attendant, on peut s'étonner, mais ça a un rapport évidemment avec ce que tous les gens ont dit sur ces créatures chimères, mi-homme, mi-femme, mi-bête, mi-tout ce que vous voulez. Vous allez voir, il y a des gens qui ont vu des choses assez particulières de nos jours. Mais ce qui va troubler ma petite personne, c'est pas tellement ces trucs-là, parce que ça peut être des légendes, des on-dit, tout ce qui se dit de nos jours, c'est peut-être pour faire vendre des voyages touristiques là-bas. Mais il y a quand même cette architecture absolument incroyable du château d'Usca. Vous regardez ce carré. À l'extérieur, vous avez de jolies fenêtres. Vous voyez qu'il y a eu une rénovation Renaissance, parce qu'avant c'était une forteresse extrêmement austère, mais avec des fenêtres. Mais à l'intérieur, si vous regardez la cour, vous verrez qu'il n'y a pas de fenêtres. Et que ces fenêtres, vous voyez des trucs en bois qui permettent de regarder, ça a été construit bien après. Non, c'est un château qui a été construit avec une architecture défensive en son intérieur et pas à son extérieur. Or, toutes les forteresses médiévales, on voit venir l'ennemi de loin, surtout sur un promontoire. Donc le chemin de ronde, il se trouve à l'extérieur pour voir l'ennemi arriver. Mais là, c'est le contraire. Parce que le chemin de ronde, au Moyen-Âge, sera édifié à l'intérieur du château. Mais mieux encore, il y aura des fenêtres. Mais des fenêtres en trompe-l'œil. Et vous pouvez le voir. Et il y a des fenêtres murées. Alors autrefois, elles avaient des vitres devant, mais derrière, il y avait des pierres. Donc personne ne pouvait voir à l'intérieur de la cour. Toute personne qui résidait ou qui y passait ne pouvait voir que l'extérieur. C'est quand même très étrange. Bon, le chemin de ronde, il a disparu. On voit encore à l'intérieur d'une pièce, sur une photo bien précise, cette espèce de chemin de ronde en suspens qui menait vers le dehors de la cour intérieure. Mais bon, tout le chemin de ronde intérieur a disparu, il était en bois. C'était une sorte de passerelle en bois. Donc c'est quand même très curieux. Et tous ces gens qui vont venir ponctuellement dans ce château, eh bien, ils vont pas rester. Ce château ne sera jamais habité pendant des siècles. On y passait de jour, mais on n'y restait jamais la nuit. Et très curieusement, pour une forteresse, eh bien, il n'y avait pas de cuisine. Il n'y avait pas d'eau, pas de pluie, rien. Ce qui est absolument incroyable. C'est même pas cohérent. Tous ceux qui vont quand même se risquer à y rester la nuit diront avoir entendu, dès que le jour tombe, de sinistres battements d'ailes, des grattements, des raclements frénétiques qui venaient de ce fichu trou, même bouché. Et ils disaient que c'était évidemment les bruits de l'enfer. Alors comment se fait-il d'entendre tout cela alors que tout a été hermétiquement scellé? Et si vous regardez le sol de la chapelle, bien vous voyez que, bon, le trou est bouché. Donc aucun individu, censé en tout cas, ne voudra passer une seule nuit dans cette forteresse, cette fichue forteresse, où se matérialisent en plus dans les couloirs des fantômes, des silhouettes fantomatiques. Et voilà, donc c'est très ennuyeux. Et le temps va passer. Et des aristocrates vont racheter cette forteresse. Mais à chaque fois, ils ne restent pas. Ils revendent aussi sec. Et ça passera de main en main jusqu'en 1584. Une énième famille aristocrate va racheter et va mettre de l'argent pour modifier cela au goût du jour, savoir le goût Renaissance. Les travaux dureront 6 ans. Et une fois que c'est fait, paf, voilà qu'elle s'en va encore. Au siècle suivant, vient la guerre de 30 ans. Et là, la forteresse va être abandonnée pendant de longues années. Très curieusement, elle n'a pas un rôle défensif dans cette guerre de 30 ans. Il n'y a plus personne. Donc elle va se délabrer. Elle va se délabrer jusqu'à ce qu'un curieux aristocrate, qui porte le nom de comte Oronto, la rachète. Alors celui-là, s'il est de la noblesse, n'a rien de noble dans ce qu'il est. Il a une réputation de fief et brigand,
Il est entouré d'une cour de soudards qui sont brutaux et violents. L'homme n'a certainement pas acquis la demeure comme ça. Il sait qu'elle est de sinistre réputation, mais lui a une particularité, c'est un alchimiste. Et en plus un mage, et un mage noir, qui travaille avec l'occulte et pas le meilleur. Il aménage un laboratoire et il passe son temps à travailler, on le voit pratiquement jamais. Et sur quoi travaille-t-il? Sur l'élixir censé lui donner la vie éternelle. Pendant ce temps, ces soudards qui s'ennuient fermes s'occupent comme ils peuvent. Donc ils descendent de la forteresse et vont ravager, terrifier les paysans alentours, qui n'en peuvent plus. Si bien qu'un jour, ceux-là qui vivent depuis longtemps avec la peur au ventre se disent on n'en peut plus, il faut faire quelque chose. Donc il y a 2 d'entre eux qui sont des chasseurs qui vont monter à la forteresse et zigouiller le comte Oronto. Celui-là mourra donc de sa belle mort sans jamais avoir trouvé l'élixir de la vie éternelle. Suite à cela, les soudards vont se disperser. Oui, ils ne sont plus payés, donc ils vont voir ailleurs et la paix va revenir pour un temps dans le secteur. Et c'est en cette moitié du XVIIe siècle que Ferdinand III de Habsbourg, qui règne alors sur le Saint-Empire romain germanique dont fait partie la Bohême, donc la Tchéquie, va baptiser cette forteresse dont il a entendu parler le château maudit. Donc, il y a quelque chose. En tout cas, on va ignorer ce qui va se passer pendant près de 2 siècles, et notamment entre le XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. Quand on arrive au début du XIXe siècle, la bâtisse est dans un état dramatique de délabrement, les toits sont à moitié effondrés, enfin bon, il y a tout à refaire. Il y a un nouveau propriétaire qui va le racheter, un énième, qui va faire de gros travaux de réfection, et ceci dès l'année 1823. Donc le château, quelques années plus tard, est en état, et tout est refait. Et on va en savoir un petit peu plus avec un visiteur qui va passer une nuit là-bas. Et c'est exactement en 1826, donc 3 ans après le début des travaux de réfection. Et cet homme n'est pas n'importe qui, il s'appelle Karel Hynek Mácha. Et celui-là est considéré comme un des plus grands poètes romantiques de Bohême. Et il avait une passion pour les châteaux forts. Et en 1836, il vient d'achever ses études, il se destine à la profession d'avocat et il décide d'aller faire un petit tour au beau jour en Bohême pour visiter certains châteaux. Et c'est comme ça qu'il arrive à Uskia où il va passer une nuit. Probablement la pire de sa vie d'ailleurs, il va s'en souvenir. Et il va tellement s'en souvenir qu'il va écrire sa mésaventure à un de ses bons copains qui est un Anglais qui s'appelle Edward Hindle. Et voilà ce qu'il explique dans sa lettre. Il dit qu'il serait sorti vers 2h du matin parce qu'il avait des insomnies, qu'il n'arrivait pas à fermer l'œil. Et on suppose qu'il a été dans la cour intérieure. Il déambule et tout à coup, dans un coin plus ou moins visible, il voit un trou. Un trou large à se creuser dans le sol. Il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et l'idée saugrenue, ou téléguidée peut-être, lui fait entrer dans le trou. Et là, il va se retrouver à l'entrée du trou, projeté dans autre chose, et il dira que c'était un univers infernal. Il parlera d'un avenir mécanique infernal. Ça pue le soufre, ça lui brûle les poumons, il suffoque quand tout à coup, une femme d'une grande beauté, qu'il qualifiera d'ange blond, va soudain apparaître devant lui. Il lui demande où il est, et elle rit, et elle lui dit qu'il se trouve à Prague. Et elle ajoute une date, 2006. Il lui demande si c'est une plaisanterie. Il l'espère, en tout cas, elle ne lui répond pas. Et elle ouvre un petit objet qu'elle avait sur le côté. Et elle lui montre, et elle ouvre le couvercle du petit objet, et que voit-il à l'intérieur? Des images qui bougent. Intéressant, ça. Et l'environnement change aussitôt. Il se retrouve entouré de flammes, au cœur d'une sorte d'enfer brûlant. Terrifié, il s'enfuit, et là, changement de décor en tout cas, il se retrouve le long d'une falaise de grès à marcher dans la nuit. Et il dira, cette falaise est étrange, il est bourré de gros trous. Et le décor change encore. Le voici dans une ville qu'il ne reconnaît pas, où il se passe de drôles de choses. Il va voir des gens dont il dira qu'ils se pressaient vers des soufflets aux yeux de feu.
qu'est-ce que c'est que ça? Il voit des tas d'ordures, il voit des barrières métalliques, des monstres squelettiques. Serait-il passé par une soirée de Halloween? Il voit des murs aux maisons verts et blancs qu'il trouve jolis, mais également des trous au sol qui projettent une lumière jaune surnaturelle. Tout à coup, sans savoir comment, le voici dans la cour du château, complètement dans l'obscur. Certains qui vont étudier ce qu'il a raconté vont dire ce qu'il a décrit et notamment a été reconnu, notamment qu'il se retrouve à marcher dans la nuit près des falaises. Ce sont des falaises qui se trouvent à la périphérie de Prague et qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation nazie, ont pris des obus. Donc il se peut que notre garçon, si cette histoire est vraie, se soit effectivement retrouvé en 2006. Je trouve que la jeune femme est très bizarre, l'ange blond là, qui a un truc au côté, qu'elle sort, qui lui montre, qu'elle soulève un petit clapet, ça montre des images. Ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà. Et ensuite, disparition. Vous savez que dans ce coin, il y a quand même des mutilations de bétail, des choses comme ça. Vous voyez, c'est quand même un peu bizarre. Et transport dans le temps. Manipulation de l'espace-temps. Ce qu'il a dû voir, c'est peut-être des tramways avec des soufflets, avec des phares devant, ce qu'il appelle des yeux brillants, enfin des yeux éclairés, je ne sais pas comment il dit ça. Ce qu'il a pu voir au sol, c'est des projecteurs qui éclairaient quelque chose. Et peut-être qu'il est tombé effectivement un soir d'Halloween, les savoir, parce que des squelettes ambulants. Alors, il faut dire que les femmes de l'époque et les hommes étaient un peu rebondis, ils mangeaient bien. Et puis, s'il est tombé en 2006, on est encore au régime. Donc, il les trouve peut-être un peu maigrelets, ce qui leur fait dire que ce sont des squelettes ambulants. Enfin bon, c'est quand même assez troublant. En tout cas, on ne saura jamais s'il s'est endormi, et lui non plus, ou s'il a fait un cauchemar. On n'en saura rien, mais on sait la suite. Et cette suite, elle paraît pas dans les légendes qu'on raconte sur différents sites. Parce que moi, j'ai cherché sur cet homme-là. Sur qui il était, Et je me dis que ce gars-là, après la légende qu'on raconte ailleurs, il y a peut-être quelque chose, il a peut-être eu la poisse. Voilà, on est donc en 1836. Cet homme-là, concomitamment, va tomber amoureux. Il va tomber amoureux d'une belle jeune femme, alors il revient certainement de sa virée en Bohême, elle s'appelle Marinka Stichova. Et cette jeune femme va brutalement mourir. On ne sait pas de quoi. Le voici complètement dévasté, évidemment. Il est tout jeune amoureux de cette femme belle qui lui plaît, et paf, terminé. Ses copains sont vraiment désespérés pour lui, parce qu'il est inconsolable, et ils le font sortir. Et un soir, on va l'emmener au théâtre, dans un théâtre de Prague, et il va croiser, on va lui présenter probablement une autre belle jeune femme dont ils vont tomber amoureux, qui s'appelle Eleonora Sankova. Elle va le consoler de ses peines, il oublie un peu, ça va mieux, et puis voilà que la jolie dame se retrouve enceinte de ses œuvres. Alors dans ces cas-là, vu que c'est un homme qui est bien élevé, il va l'épouser. Donc la date du mariage est fixée, les préparatifs sont en cours, et voilà qu'il tombe malade. Et très malade, puisqu'il va en mourir. Il y aura plusieurs causes évoquées. Une pneumonie, le typhus, la dysenterie, on ne sait pas trop. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il avait des diarrhées, c'est qu'il toussait, et qu'on ne sait pas de quoi il est mort, mais pounk, il est mort. Et il se trouve que, de façon tragique, eh bien, sa messe de funérailles sera celle qui aurait été prévue pour sa messe de mariage. C'est le même jour. Karel Hynek Masha est décédé bien jeune. Il est né le 16 novembre 1810, il est décédé le 5 ou le 6 novembre 1836, ça veut dire qu'il allait fêter 10 jours plus tard, après son décès, ses 26 ans. Quel désastre! Alors, est-ce que c'est ce château maudit de Douska qui aurait causé sa mort et celle de sa compagne? On peut se poser la question. Suite à cela, dans le temps, le château sera encore revendu par 2 fois. En 1897, c'est la princesse de Hohenlohe qui achète. Bon, ça, c'est des grands aristocrates du coin. En 1924, ça sera quelqu'un d'autre, un autre personnage qui s'appelle Joseph Simonek. Lui est aussi bien riche industriel que banquier. Il siège à l'Assemblée slovaque. C'est un notable important. Il va le garder longtemps, ce château, jusqu'à quand, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ses héritiers qui ont toujours la possession de ce château, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, survient
peu après son rachat, la Seconde Guerre mondiale. La Tchécoslovaquie va vivre de sales quarts d'heure parce que de 1939 à 1945, les nazis vont l'occuper. Et évidemment, un bataillon de soldats nazis va venir s'installer dans la forteresse de Ouska. Et la rumeur va courir, et persistante encore aujourd'hui, qu'en ce lieu, les nazis se seraient livrés à des atrocités. On aurait parlé d'expériences humaines faites sur des habitants du coin, mais également sur des soldats prisonniers, des prisonniers de guerre. Et ça aurait eu lieu dans les souterrains du château. Il y en a qui, à la sauce d'aujourd'hui, pour faire un peu joli, disent qu'ils se seraient livrés à des expériences interdimensionnelles. Bon, c'est un mot comme un autre. En tout cas, il y a eu quelque chose là-bas, mais on ne saurait jamais vraiment quoi. Parce que, vous le savez, à chaque fois que les nazis, quand les nazis ont perdu la guerre, quand les Américains ou les Russes sont arrivés, ils ont fui, mais avant de fuir, ils ont déchiré et supprimé leurs archives. Donc sur Ouska, on ne saura jamais ce qui s'est passé du temps des nazis. Plus tard, quand il va y avoir des travaux de rénovation, parce qu'une fois de plus, la forteresse a souffert, on va retrouver dans des souterrains 3 cadavres de soldats nazis assassinés et un stock de mines. C'est tout. Puis après, le temps passant, il sera reconstruit et puis il sera ouvert aux touristes. Mais également de nos jours aux amateurs de paranormal et d'ufologie, comme par hasard. Plusieurs équipes de télévision vont venir filmer, avec des médiums probablement, et on va conclure que ce château est hanté et qu'il s'y passe des choses peu ordinaires. On va évoquer une dame blanche qui se présente sous la forme d'une très belle femme. Elle se balade dans les couloirs. Elle regarde par la fenêtre ce qui se passe à l'extérieur. On verra aussi dans la chapelle un moine fou, vêtu d'une robe de bure, celui-là tient une hache, et il aurait, paraît-il, donné des coups de hache violents à des visiteurs, mais sa hache serait passée au travers d'eux. Mais en tout cas, on aurait été bon pour une bonne trouille. Certains verront des chimères, et notamment une bête terrifiante translucide. On verra aussi 2 chimères assez particulières. L'une a une tête de grenouille, c'est un individu humain avec une tête de grenouille, et l'autre avec une tête de bulldog, pas très sympa. Et les grognements de cette chimère bulldog auraient laissé des témoins pétrifiés pour ceux qui, rare heureusement, l'auraient vu. Il n'y aurait pas que ça. On parlera de soudaines baisses de température qui sont absolument inexplicables. Bon, ça c'est connu dans les lieux hantés, ou la sensation d'être épié ou de ne pas se sentir bien d'un seul coup. On va entendre souvent, classiquement, les coups venus de nulle part, les bruits de pas où il n'y a personne. Certains ont entendu des chuchotements, ça faisait comme des chœurs de voix qui parlaient en plusieurs langues et qui étaient absolument incompréhensibles. D'autres vont entendre des gémissements ou des cris soudains. Et tout cela aurait, paraît-il, résonné dans la chapelle, c'est-à-dire ça vient d'en dessous la chapelle. Et cette chapelle, comme vous le savez, est censée recouvrir l'entrée de ce fichu trou. Certains auraient parlé de chauves-souris géantes, de créatures ailées difformes, brièvement aperçues, des gens de Batman peut-être. Et puis, pour faire joli évidemment, et pour le touriste, on a mis dans la cave un très beau trône en ferraille, avec un trident que vous pouvez voir en photo. Et à côté de cette horreur, parce que c'est pas très joli, eh bien un jour, un témoin dira avoir vu un moine sans visage, vêtu entièrement de noir, se matérialiser, ce qui lui aurait valu de remonter très vite à la surface. À diverses reprises, des touristes seront terrifiés parce qu'ils auront vu une file de gens enchaînés les uns aux autres, souvent décapités ou auxquels il manque des membres, et ils les tiennent entre leurs mains. Et entourés ils étaient d'un gros chien noir qui leur aboyait dessus et les mordait parfois cruellement. Et à ce moment, un grand flash aurait illuminé la salle où se trouvaient ces gens qui étaient pétrifiés de voir ça, et un rire affreux et démoniaque aurait été entendu. Et là, plouf, plus rien. Bon, évidemment, certains se seraient moqués de ces témoins et de la scène terrifiante qu'ils auraient décrite, et ils auraient dit « mais non, on ne ment pas ». Et ils auraient juré que oui, ils avaient bien vu ça. Et parfois quelques minutes. Et c'est pas arrivé qu'une fois, paraît-il alors. Légende ou vérité. Et le châtelain en personne, le fameux Simonec, le banquier industriel, député, dira qu'un jour il lui est arrivé une mésaventure.
Il prenait au 3e étage, dans ses appartements, un verre avec des copains, un apéritif, quand d'un seul coup, son verre posé sur la table va glisser doucement et s'élever dans les airs. Il va se reposer, il va glisser sur la table, il va se mettre bien au milieu. Donc ça a un peu impressionné la galerie, semble-t-il, et le fameux Simonec. Mais ça n'arrive pas qu'à l'intérieur du château, il y a des bâtiments adjacents. Et il y a notamment un pavillon de chasse. Et une fois, une certaine dame, Zdena Vzlarova, qui séjourne dans une chambre, il y a peut-être des chambres d'autres là-dedans, où elle était invitée par le châtelain, je n'en sais rien. Elle séjourne dans une chambre avec son époux, et d'un seul coup, ils sont au lit quand ils entendent quelque chose de lourd qui tombe sur le parquet. Ils regardent, il n'y a rien. Et suite à cela, leur attention est attirée par un escalier qui doit être dans ce petit appartement. Et ils voient 2 silhouettes sombres qui ressemblent à des ombres. Et la femme aurait entendu une phrase pas très nette qui disait « tuer quelques jeunes filles ». On dit aussi que là-bas, les chiens peuvent devenir soudain fous. Que les voitures également refusent de démarrer. Tiens. Et puis, on dit également que des oiseaux, on retrouve régulièrement des cadavres de petits oiseaux ou d'oiseaux dans la cour, parce que quand ils passent au-dessus du château, à certains moments, ils tombent de mort. Voilà, donc ce château présente quand même des particularités. Est-ce une légende urbaine qui a été montée en épingle suite à des légendes médiévales et des croyances locales? Est-ce une réalité? Bon, il y a quand même, semble-t-il, et ça a l'air d'être vrai, des équipes de télé qui sont venues et qui se sont dit quand même que il y avait quelque chose de pas net. Alors, j'ai écouté l'autre jour avec beaucoup d'attention l'émission de Bragi Belovac. Ça m'a vachement plu et j'ai trouvé que ce gars est intéressant. Il faudrait que je prenne contact avec lui. Là, j'ai pas encore eu le temps, je suis débordée, mais je le ferai. Parce que ce qu'il a dit est intéressant. Parlons de la géologie du coin. On est dans le bassin de Bohême, donc au nord de Prague, qui est assez aqueux. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'eau là-bas. Et le coin où nous sommes, là, c'est du grès. Et vous allez retrouver quelque chose de très particulier, ce qu'on appelle les cheminées de fées ou les champignons. Regardez les photos. Donc, vous voyez qu'il y a une érosion qui s'est passée. C'est très, très ancien comme truc. Et ce qui reste en forme de champignon, là, la tête, le chapeau, c'est du fer. Donc, déjà, on sait que les ovnis et le fer, il y a quelque chose. Mais on sait également que tout ce qui est aqueux, où il y a beaucoup d'eau, où il y a des marécages, eh bien, selon Bragi Belovac, il pourrait se passer des choses. Et il se trouve que c'est le cas, là. Vous avez ce goulot géologique de grès où est construite la forteresse, tout autour des bois, mais dans le contrebas, que des marécages. Beaucoup d'eau, donc. Et donc, peut-être un terrain propice à ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il y a sous le château ? C'est quand même très curieux. Il faut savoir également, parce que j'ai regardé s'il y a des apparitions dans la région de Prague, oui, c'est assez fréquent. Alors, qu'est-ce que c'est? Légendes, phénomènes paranormaux réels, est-ce que c'est lié au sujet ufologique? Est-ce que c'est démoniaque? Est-ce que les deux ne seraient pas la même chose? Puisque, comme on le sait, enfin, certains qui commencent à me connaître maintenant sur ce que je raconte, je commence à faire le rapprochement depuis longtemps. Et la belle blonde, la belle nordique, là, parce que c'est un peu ça, qui lui montre un truc qui ressemble à un téléphone où elle lui montre des images du futur, le souffle, l'odeur du soufre, souvenez-vous. Ça, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments. Donc c'est troublant. Je voulais vous raconter cette histoire. Renseignez-vous si vous voulez. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais moi, je l'ai trouvée intéressante. Voilà. Je te remercie énormément parce que tu nous as proposé une histoire courte, mais intense. Bah oui, tant qu'à faire. Il s'en passe des choses dans ce château. En tout cas, il est beau, la région est magnifique, et toute la région de Bohême, vous avez des forteresses absolument extraordinaires, c'est très boisé, c'est très beau. Prague est une ville magnifique, où il y a une légende aussi, là-bas, qui est liée à une synagogue, que je raconterai peut-être un jour en histoire courte. Yes. Voilà. Et donc, Prague, c'est une ville de légende. Toute la Bohême, c'est de la légende. Donc, si vous voulez faire un tour en Tchéquie, en Bohême, allez-y, vous ne serez pas déçus. Et puis, si vous visitez le château d'Ouska, venez nous dire après ce qui vous est arrivé, on ne sait jamais. Mettez-le en commentaire. Et les amis, écoutez, je vais vous demander si les histoires version courte
et intense d'Elisabeth de Cagny vous plaisent, vous nous le dites en commentaire. Et sinon, bah écoute Elisabeth, on te retrouve dans quelques jours pour un live sur Nurea. Donc si vous avez des questions sur l'histoire de ce soir, gardez-les. Elisabeth, tu nous rejoindras pour un live, voilà, juste pour les Nuréens et je te remercie Avec une autre énormément. histoire courte, non? Exactement. Exact. Ah bah, tant qu'à faire, allez, une petite deuxième histoire sympathique. Et on fera encore dans la nouveauté, vous verrez. Merci beaucoup. Merci Elisabeth pour le cadeau énorme que tu fais à Nurea TV et merci de nous suivre depuis le début. Merci d'être notre marraine. Tu nous as porté chance. C'est sympa à vous de me recevoir. Hein. Puis bon, ça me bien. Donc on apprend des trucs, on rigole bien. C'est bien. Puis je découvre, moi, grâce à vous, des autres personnes qui sont vachement intéressantes. Oui. Comme Bragi Belova, que je connaissais absolument pas. Romain Priou, je l'ai croisé l'été dernier, mais c'est un type bien et j'aime bien ce qu'il fait aussi. La dernière émission était très bien. J'ai regardé, évidemment. Je sais qu'il en fait une deuxième, donc voilà. Mais on vous en dit pas plus, mais ça va être sympa. Non, et j'ai découvert des tas de gens sur Nurea, parce que je suis Nuréenne, moi aussi, à la base. Hein. Faut pas rêver, hein. Voilà. Merci, on est tous sur la même planète et il y a de la place, les amis. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, à dans quelques jours à peine sur Nurea TV. Et d'ici là, les amis, bah, je vous souhaite bonne chance pour dormir. Et puis, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et un petit, quand même, petite dédicace à tous ceux qui habitent dans des immeubles qui ont une cour intérieure. Voilà, j'espère que vous avez des fenêtres par lesquelles on voit les voisins. Là, vous serez rassurés. Sinon, c'est très mauvais signe. Sinon, c'est mauvais signe, voilà. Je vous embrasse bien fort, Elisabeth. Je t'embrasse très, très, très fort. Et à très vite sur Nurea TV. Ciao, les amis. Moi aussi, à bientôt. Au revoir.